Bonjour à tous, bonjour les amis. J'ai essayé de trouver un petit point où il y a du réseau parce que c'est pas évident. Ici, on va essayer de se mettre par là-bas. Je vous laisse quelques temps pour arriver. Donc voilà. Je suis donc au petit camping du parc de Salèche où voilà, je rejoins donc notre ami Anthony qui a une page Facebook donc qui s'appelle Partage d'amour, qui fait énormément autour justement de la transmission de solutions aussi bien autour de l'autonomie alimentaire que des solutions sur le partage de savoir, de connaissances et tout ce qui touche la permaculture. Donc ici à Salèche, un petit tour du camping. Tac, 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 tac. Donc ça fait quelques années maintenant que je fréquente ce lieu. C'est mon ancien prof de piano qui est le patron de ce lieu. Et donc voilà, Salèche c'est intéressant dans le sens où il n'y a pas d'électricité. C'est très très loin dans un endroit reculé. Et donc on est obligé de faire avec voilà, différentes structures. Je peux vous montrer en face, vous avez le panneau solaire que vous voyez là. Il y en a un peu partout dans le lieu. Vous avez un groupe électrogène aussi. Donc voilà, on consomme quand même du pétrole. Mais surtout, vous avez pas mal de solutions à mettre en place pour essayer de travailler en bonne intelligence avec la nature. Donc aujourd'hui, c'est le bilan d'un plan d'action. Donc d'abord, je vous prie de m'excuser. Hier, j'étais dans un endroit où le réseau passait très mal, j'avais peu de batterie. C'était la journée du bilan de la semaine. Et je vous avoue que le bilan il est quand même très mitigé. On reste positif, mais en même temps, quand on voit tout ce qu'on entend, et puis là, voilà, avec les vacances, forcément, les gens ont tendance à profiter. Et c'est sûr qu'avec l'année qu'on a eue, on n'a pas envie de se prendre la tête, je le comprends très bien. Je ne souhaite pas non plus prendre la tête aux autres, mais en même temps, je me prépare pour septembre parce que je me dis, au train où vont les choses, ça va être complètement difficile si pendant 2 mois on se met en stand-by de pouvoir contrecarrer les plans de notre gouvernement et de tous ces gens qui sont voilà, attirés plus par l'argent que pour le bien commun. N'hésitez pas à me dire si on m'entend bien ou pas, parce qu'il y a un petit peu de vent qui s'est levé. Oui, vous êtes à nouveau là. Bonjour, bonjour Hervé du coup. Voilà, désolé, ça passe difficilement ici. C'est bien, ça veut dire qu'il n'y a pas encore la 5G. Mais je vais me déplacer à un endroit où ça capte mieux. A priori ici ça passe. Bonjour. Donc voilà, comment on fait pour essayer de se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire profiter quand même des vacances. Mais garder en tête que si on profite trop, septembre ça va être encore plus dur de continuer de profiter. Parce que voilà, on va reprendre nos vies comme on les aura laissées. Et si on continue d'être dans la peur de ce Covid, et si on continue d'être dans la peur systématique que nous mettent en tête les médias principaux, le gouvernement, on va pas s'en sortir. Donc comment on peut faire pour faire inverser la tendance? Je vais essayer de vous présenter tout ça. Moi cet été, je vais faire oui avec du avec du bruit devant. Écoute, là je suis à peu près bonjour Jacques. Je suis à peu près dans un endroit où on est à l'abri du vent. Donc je vais vous montrer différentes techniques pour essayer de quand même faire des vacances tout en joignant l'utile et l'agréable. Donc tout à l'heure, j'irai faire un petit tour sur la plage. Parce qu'on est juste à côté d'une plage magnifique. Et j'ai de la petite documentation. Tadadadadadam. Voilà, réinfo Covid sur le port du masque. Sur la liberté aussi. J'ai différents trucs, ni complotistes, ni rassuristes, réalistes. Et après, j'en ai aussi. Attends, je vais essayer de pas faire de bêtises. Qu'est-ce que j'ai là-dedans de sympa? Je sais que j'ai d'autres petits fly.
Où est-ce qu'ils sont? Ah oui, sur... Pardon. Celui-là, j'en ai qu'un. Et voilà, sur la vaccination des enfants. Donc après, voilà, certains tracts dont j'en ai beaucoup, je les donne aux gens. Certains autres, je leur fais juste prendre la photo et puis voilà, on va discuter de tout ça. Donc différentes actions à mettre en place ici. Donc comme je vous disais, on est dans un petit camping qui est hors de réseau EDF. Donc voilà, on va se mettre en lien avec donc le propriétaire du lieu pour proposer des stands d'information autour de la consommation, autour de voilà comment faire soi-même ses produits ménagers, ses produits de beauté, ses produits au quotidien, parce que voilà, il y a plein de choses à faire si on veut préserver la biodiversité, si on veut redonner du sens aussi à notre façon de consommer. Et puis derrière, ça nous permet aussi, voilà, plus on fait des stands, des ateliers gratuits, plus on peut aussi parler d'autres sujets qui nous touchent, quoi. Et c'est vrai que vu tout ce qui se passe, enfin moi je passe ma vie à discuter avec les gens autour de différents thèmes de société. Évidemment, la plupart d'entre nous, dès qu'on aborde des sujets qui ressemblent de près ou de loin de la politique, tout le monde ferme ses oreilles. On est tellement déçus qu'en fait on se détourne de la chose politique. Et ça c'est la pire des choses, parce que forcément si on s'exclut soi-même de tout ça, et c'est exactement ce que veut la plupart des dirigeants et nos responsables politiques, c'est qu'on ne s'intéresse pas à cette chose-là. On s'estime soit pas assez intelligent, soit pas assez expert, soit pas assez ceci, soit pas assez cela. Et on fait confiance à des représentants qui, forcément, le pouvoir corrompt, quoi. On le sait depuis Montesquieu, on sait très bien que le pouvoir rend fou. Et si on laisse le pouvoir à ceux qui le veulent, par essence, les personnes bonnes ne veulent pas le pouvoir. Elles veulent la paix, elles veulent plein de choses positives, mais elles ne s'investissent pas du tout dans la chose politique, et elles s'en détournent pour différentes raisons. Mais malheureusement, du coup, on perd énormément de gens qui pourraient faire quelque chose pour le bien commun. Et comme ils refusent de prendre part à la vie de la cité, parce que ce ne sont pas des tyrans, et qu'ils sont dans d'autres façons de transmettre, forcément si on laisse la place à ceux qui veulent le pouvoir, les pires gouvernent. Et ça c'est vraiment ce qu'il faut essayer de comprendre tous ensemble. C'est que si on veut vraiment un monde plus juste, moins d'inégalités, voilà, plus de justice sociale, plus de projets qui vont vers le bien commun, on est obligé de s'intéresser à la chose politique, parce que c'est ça qui fait qu'on perd la main. Donc ça fait partie d'un gros travail d'éducation populaire. Vous savez que c'est des choses que j'affectionne tout particulièrement. Et comment essayer de se mettre en ordre de marche pour, entre personnes convaincues, devenir le plus convaincante possible, sans avoir à rougir du fait d'être traité de complotiste ou de je ne sais quel terme nom d'oiseau qui nous font perdre en crédibilité. Il faut absolument qu'on apprenne à être plus fort dans notre façon de sensibiliser autour de nous. Parce que c'est vrai que c'est de notre responsabilité. Mais dès qu'on commence à avoir un propos qui sort de la pensée unique, du côté qui est un peu anticonformiste, c'est très dur à assumer. Moi j'ai mis des années, parce que quand j'étais plus jeune, j'étais déjà convaincue de certaines choses. Mais entre 15 et 30 ans, j'étais en incapacité totale de pouvoir convaincre autour de moi, parce que trop jeune pour la plupart des gens à qui je parlais, pas assez d'expérience, parce que pas assez confiance en soi, etc. Et c'est vrai que il n'y a que depuis que je suis dans entre 30 et 40 ans que j'arrive maintenant à me dire, voilà, si j'ai suffisamment d'expérience de terrain, j'ai suffisamment rencontré de choses ou lu de bouquins pour pouvoir affirmer ce que je pense, et ne plus avoir honte ou peur de froisser, ou d'être jugé, ou d'être ceci, ou d'être cela. Donc au niveau du programme, un plan d'action citoyen
ici, donc on va essayer de planifier comme ça un programme sur 2 mois à mettre en place. Donc aussi bien des animations, des activités, des soirées. Vous savez que moi j'ai mon spectacle aussi, Bouge ta Corse en 2 heures. Un petit spectacle donc, qui parle de toutes les solutions qu'on peut mettre en place au niveau de l'autonomie. C'est une conférence gesticulée. Et c'est l'idée de ce spectacle, c'est qu'en 2 heures de temps, on comprend la nécessité qui est, pourquoi il faut agir, comment on peut agir, quels sont les projets qui redonnent du sens aussi bien à notre consommation qu'à notre façon de vivre. Alors je lis en même temps les commentaires. J'ai Jacques qui nous dit: la solution pacifique démocratique a été bien analysée par des militaires de place d'armes. Tu peux nous en dire plus, Jacques, parce que je connais pas les militaires de place d'armes. Mais volontiers on peut discuter de ça. Donc je vous montre en attendant l'affiche de mon spectacle. Donc première conférence gesticulée Corse, Bouge ta Corse en 2 heures. Et donc voilà les différentes solutions qu'on peut essayer de mettre en place. L'idée c'est d'être un peu dans la provoque mais pas trop, et puis par l'humour réussir à toucher, à convaincre des gens. Donc ce petit spectacle je peux le jouer un peu de partout. Je pense que je vais aller le jouer dans le maquis et donc faire un petit tour par exemple sur les transats et les serviettes pour faire de la promotion de mon spectacle, ça peut être intéressant. Et derrière essayer d'enclencher et faire en sorte que à leur retour de vacances, les touristes et les gens qui seront passés à mon stand et qui auront vu mon spectacle seront en capacité, au retour de chez eux, de mettre en place différentes choses. Parce qu'on touche aussi bien à l'autonomie alimentaire, la consommation, les déchets, tout ce qui concerne l'autonomie énergétique, par l'habitation, par le transport, par les low-tech, tout ce qui peut toucher aussi la formation, comment on peut se former au métier de demain qu'il va falloir créer pour justement développer cette transition écologique et citoyenne, et puis montrer surtout qu'il y a énormément à développer en matière de profit, d'économie et de création d'emplois. Parce que c'est vrai que on peut changer avec ses convictions, hein, on peut changer un maximum de choses. Bonjour. Mais si on n'a pas le sentiment que demain on va réussir à remplir son frigo, nourrir sa famille, réussir entre guillemets socialement parlant, parce que c'est vrai que c'est très angoissant, hein, le monde tel qu'il se dirige. On a toujours peur de la crise, on a toujours peur de chômage, on vit pas pour être, on vit pour ne pas avoir peur. Et ça c'est impossible, hein, si on est trop dans la peur dans la recherche de sécurité, dans la recherche et qu'on est prêt à céder notre liberté pour plus de sécurité. Je crois que c'est Abraham Lincoln qui nous disait ça. Un peuple qui est prêt à sacrifier sa liberté pour plus de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et finit par perdre les deux. Donc voilà, des solutions pour se sentir plus fort, plus en confiance, déterminé à faire la part des choses entre la sécurité, la liberté et tout ce que veut nous passer le gouvernement de force, hein. C'est clairement ça, hein. On ne peut plus du tout dire qu'on est en démocratie, même représentative. C'est un tour de force pour nous faire aller vers des solutions qui ne vont pas vers le bien commun. Donc, comment on essaye d'influencer dans l'autre sens, alors que c'est David contre Goliath, hein. Nous, on n'a pas accès aux médias comme on voudrait. Moi, à chaque fois que j'essaye de contacter les médias locaux, que ce soit pour la 5G, que ce soit pour la vaccination, que ce soit pour l'aide sociale à l'enfance, systématiquement, il y a des sujets qui passent pas. Donc voilà, l'importance aussi de créer un média fort, indépendant, c'est hyper important. D'ailleurs, on va faire un petit point là-dessus, justement, où on en est au niveau de Bouge ta citoyenneté. Donc le fait de m'être rapproché d'Anthony aussi, et de son énergie, et de son réseau, parce qu'il est très très connu dans le sud de la France, et il a déjà un bon gros réseau de gens très militants, très engagés, et qui peuvent apporter un maximum de matière au contenu du journal. Donc voilà, on est en train de travailler sur l'édition. Ça me paraît difficile de sortir ça cet été, mais on va essayer de le sortir quand même. Et si jamais, ce sera pour septembre. Donc on reprend la rentrée avec un super magazine et des équipes qui distribuent, pas forcément partout en France tout de suite, mais rapidement, toucher un maximum de gens par la diffusion d'un média papier
qui nous permet aussi de nous recentrer sur la façon de faire de l'information, parce que faire de l'information par les médias, les réseaux sociaux, c'est pas la panacée non plus. Le format papier nous permet davantage de recevoir l'information de façon différente et beaucoup plus empathique. Et ça, c'est vrai que c'est très intéressant. Et surtout par la création d'emplois, parce que la distribution du journal va se faire en colportage. Donc ça va nous permettre aussi de garantir un maximum d'emplois pour des gens qui sont vers cette reconversion écologique, cette transition citoyenne. Et l'idée derrière, voilà, c'est d'arriver à participer à ce redéploiement économique pour pouvoir lancer encore plus de projets, tourner vers la transition, des projets d'école indépendante, des projets de coopératives alimentaires pour réduire le monopole du supermarché, faire en sorte que les bénéfices puissent être réinjectés dans ce réseau, ce circuit fermé d'économie, d'acteurs de l'économie sociale, solidaire et écologique. J'ai des appels un peu de partout, désolé. Alors on a Jacques qui nous refait un petit commentaire. L'essentiel est bien de mettre en place les moyens concrets et non utopiques de la fin des misères, de la liberté, de la justice, voire le triptyque, si tu l'as toujours. Oui, je l'ai, le triptyque. Donc on se capte là-dessus. Jacques, cette semaine, il faudra que tu me dises tes disponibilités pour qu'on puisse vraiment faire un temps fort là-dessus vendredi. Je suis désolée parce que je me laisse emporter aussi au fur et à mesure des rencontres et de tout ce qu'on me met sous le nez. Et donc forcément, entre une chose et l'autre, la fatigue, des fois j'ai du mal à me tenir dans mes objectifs. Après, voilà. N'hésite pas à me relancer là-dessus, mais que ce soit demain, après-demain, qu'on puisse avoir le temps de faire quelque chose pour faire la promotion de ce triptyque qui te tient, je sais, très à cœur. Et je suis sûre que voilà, on va réussir à faire ça ensemble. Nous avons Florence Bretonnier qui est là. Bonjour Florence. Donc, si tu veux, aujourd'hui on fait le plan d'action de la semaine et des mois à venir. Donc l'idée c'est d'être à Saletch et en même temps de temps en temps de revenir sur Bastia pour mettre en place aussi cette épicerie, ce groupement d'achat solidaire. Donc on a un premier projet d'épicerie collaborative qui a été lancé à Porto Vecchio l'an dernier. Bastia, j'aimerais beaucoup qu'on arrive à lancer ça pour septembre. Et puis ici, dans ce petit camping, donc nous avons une épicerie et on aimerait beaucoup proposer donc aux propriétaires de ce restaurant, de ce camping, de se mettre en ordre de marche aussi et de pouvoir lancer cette épicerie aussi dans le camping. Parce que c'est sûr que si on fait une épicerie vrac, on résout beaucoup de problèmes au niveau alimentation, enfin les différents problèmes que génère l'alimentation, parce qu'on sait très bien que la nourriture industrielle, c'est pas la panacée si on veut préserver sa santé. L'emballage, c'est très problématique parce que ça reste des siècles, voilà, pour une utilité de quelques minutes, de quelques jours. On se retrouve avec un emballage qui occupe l'espace et dont on ne sait pas trop comment le faire disparaître. Parce que voilà, vous avez l'incinérateur, vous avez pas mal de choses, mais c'est pas ça la solution. Réduire le plus possible, voilà, le meilleur des déchets, c'est celui que l'on n'achète pas. C'est celui qui ne va pas devenir la responsabilité de nos prédécesseurs, c'est-à-dire de nos enfants. Donc comment faire en sorte de réduire la poubelle? Voilà, tout simplement en faisant la promotion du vrac, des coopératives alimentaires, investir le consommateur au sein de cette distribution, cette nouvelle façon de générer, de produire et de distribuer, et faire en sorte que voilà, il n'y a pas que des milliardaires qui détiennent le réseau de grande distribution, il y a aussi les gens qui consomment au bout et qui pourraient s'impliquer un peu plus pour créer des emplois qui soient plus porteurs de bien-être, pour participer économiquement aussi au fait qu'on n'a plus envie que cet argent parte dans des holdings, des multinationales et continue de financer des projets qui sont destructeurs pour la biodiversité et le vivant. Et faire en sorte de rediriger cet argent vers un système plus vertueux. Donc voilà, on va commencer ça petit à petit. Donc par exemple sur cette surface, là, le camping de Saletch, il y a déjà pas mal de choses à développer. À côté, j'ai un habitant, Georges Solier, que j'ai rencontré la semaine dernière, qui lui aussi voilà, participe pour beaucoup à cette espèce de changement. Comme il dit, il a quitté le monde des fous. Mais en attendant, il est encore très dépendant du réseau de la grande distribution.
Voilà, comment l'aider petit à petit à augmenter son autonomie alimentaire, sa souveraineté énergétique aussi. On va essayer d'optimiser aussi ce lieu pour pouvoir montrer, il y a du vent, pour pouvoir montrer comment ça se gère quand on pratique ça au quotidien et pouvoir faire des espèces de lieux témoins de cette transition citoyenne écologique qui manque comme ça de modèles, un peu comme le fait le village démocratique de Pourgue, pour pouvoir accueillir après, sur une semaine, 15 jours, des familles qui puissent expérimenter cette nouvelle façon de vivre, plus en harmonie, dans un rythme plus respectueux aussi des humains, que ce soit nos enfants ou que ce soit nous, les adultes. On est tellement pris de court par cette obligation de réussite sociale, par voilà, la peur de la crise, du chômage, la peur de tout en fait, hein, qu'on ne se rend pas compte qu'on passe à côté de sa vie, on se rend pas compte que on passe à côté de ses enfants. L'éducation des enfants, on se déresponsabilise, on confie ça à l'école ou on confie ça à des animateurs dans des centres aérés. Et c'est comme ça qu'on perd la main aussi sur ce qui nous importe le plus, c'est-à-dire s'occuper de, de ses proches, parce qu'on n'a pas le temps. Voilà, on met mamie à l'EHPAD, et forcément la vie à l'EHPAD c'est pas joli. Enfin, pas partout bien évidemment, faut pas tout stigmatiser, mais c'est vrai que on a toute une génération qui termine dans des mouroirs, alors que si on essayait de gérer sa vie un peu plus en cohérence, on pourrait aussi préserver nos vieux le plus longtemps possible à la maison et faire en sorte qu'ils transmettent aussi tous ces savoirs qui vont partir avec eux. Parce que c'est vrai, quand tu écoutes un vieux de 80 ans, 90 ans qui a encore toute sa tête, il te fait part aussi de ce changement, hein. Une personne de 90 ans à l'heure actuelle, elle a vu la population tripler depuis sa naissance. Elle a vu l'arrivée du gaz, elle a vu l'arrivée de l'automobile, elle a vu l'arrivée de tout ce consumérisme aussi. Elle peut très bien témoigner de cette accélération qui fait qu'à un moment donné, on n'a peut-être pas pris la bonne direction. Il ne s'agit pas de revenir en arrière et au temps de la bougie et à casser des pierres et à frotter des silex. Il s'agit d'un moment donné, si on est vraiment dans une situation où on va droit dans le mur, déjà d'essayer de freiner, d'essayer de dévier le chemin, et puis surtout d'être suffisamment fort intellectuellement parlant pour être en capacité d'accepter de s'être trompé, parce que voilà, ça peut arriver, l'erreur est humaine, on peut tous se tromper, et réfléchir ensemble à un projet commun qui redonne du sens à la majorité, et qui arrête de favoriser une élite qui n'est pas là pour le bien commun. On a bien compris, c'est pas ça le projet, quoi. Donc n'hésitez pas à monter dans ce live pour proposer un peu vous ce que vous faites et qu'on puisse échanger là-dessus, parce que moi ce ne sont pas mes idées déjà, ce sont des idées que j'ai découvertes un peu de partout sur internet et voilà, au travers de mes rencontres. Mais je soupçonne que je n'ai pas tout découvert et que vous en avez plein aussi, ou des porteurs de projets que vous avez découverts, dont vous voudriez parler, ou si vous avez une idée en tête mais que vous n'avez pas confiance en vous, vous pouvez monter pour essayer justement de présenter ça, et puis on peut tous ensemble essayer de se donner des conseils sur ce qu'on a vu, etc. C'est comme ça qu'on crée de l'intelligence collective, et c'est comme ça qu'on arrive à faire des projets viables, durables, et qui peut un maximum réussir. Donc si vous êtes un porteur de projet, si vous avez lancé quelque chose qui peut redonner du sens autour de vous, n'hésitez pas à faire votre petit moment de promotion, et puis si on peut faire un suivi, si on peut vous publier dans le futur magazine Bouge ta citoyenneté, donc à portée nationale. L'idée c'est d'avoir des rédactions régionales qui participent à mettre en valeur tous ces acteurs, tous ces projets, toutes ces créations d'entreprises. Et derrière, c'est un peu de se tirer la bourre entre régions en disant, tiens, regarde l'article sur la Bretagne, ils font ci, ils font ça, nous en Corse on le fait pas, pourquoi on le ferait pas? Et voilà, montrer que ça génère de l'emploi, ça génère du bien-être, ça limite les déchets ou la destruction de la biodiversité et du vivant. Et voilà, plutôt que de critiquer ceux qui font mal, on essaye de mettre en avant ceux qui font bien et de donner l'envie aux uns et aux autres de développer tout ce genre d'idées et de projets un peu partout en France. Donc voilà, donc je n'ai pas de participation plus que ça, il est 8h48,
Je ne vais pas tarder à rendre l'antenne, mais n'hésitez pas si vous voulez monter. Jacques aussi, dis-moi quand est-ce que tu seras disponible cette semaine. Il faut communiquer par SMS après. Qu'y a-t-il d'autre à parler? Ouais, je reviendrai donc tout à l'heure. Je vais essayer de trouver du réseau un maximum pour... vous m'entendez toujours? Je suis toujours... parce que je vois que les barres de mon réseau diminuent, mais j'ai toujours du monde apparemment. Donc tout à l'heure, je vais faire une petite intervention sur la plage. J'espère que ça va capter suffisamment pour pouvoir le faire. Pardon. Et je retournerai aussi chez Georges Saulier pour justement essayer de retrouver cet ami donc, qui vit chez lui. Je vous en ai parlé dans un de mes posts hier soir. Donc voilà, je vais terminer là-dessus. C'est pas une info qui me réjouit, mais voilà, j'ai rencontré quelqu'un qui effectivement a réagi au vaccin par le fameux magnétisme. Hein. Vous avez entendu parler de ça, vous avez certainement vu les vidéos. Donc voilà, suite au vaccin, tout le monde ne réagit pas comme ça, mais je peux vous le dire, je suis comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Donc effectivement, il y a certaines personnes qui réagissent par du magnétisme à cette injection. Moi je parle pas de vaccin, hein, c'est un non-sens de parler de vaccin, c'est une thérapie expérimentale. Et tant qu'on n'a pas de recul suffisant sur si c'est efficace ou pas efficace, on ne peut pas appeler ça un vaccin. Puisqu'on nous a dit que de toute façon, les vaccinés, ils restaient contagieux et ils restaient contaminables, c'est du non-sens. C'est du non-sens. Il faut juste réfléchir et faire la part des choses. On nous a fait peur, on nous a broyé le cerveau, on n'est plus en capacité de pouvoir analyser les choses. Voilà, 1 + 1 = 2. C'est vrai qu'on nous a beaucoup embrouillé. Mais donc voilà, je suis en contact avec quelqu'un, j'ai fait le test, je lui ai demandé si vraiment ça ne le dérangeait pas. J'ai pris mon téléphone, je lui ai collé sur le bras et j'ai vu que il y avait une attirance tout de suite, voilà, arrivé à 1 cm de l'épaule. Le portable s'est rapproché tout seul. Et quand j'ai essayé de l'enlever, c'est faible, hein, c'est pas un aimant très très fort. Mais je voyais bien que voilà, le portable restait collé et je le tire et il y avait une résistance, il y avait quelque chose. Et voilà, enfin, je connais cette personne depuis une dizaine d'années à peu près. Et voilà, pour l'instant, il a du mal à communiquer là-dessus parce que je lui ai dit, mais maintenant que tu sais que c'est vrai, enfin, je veux dire, tu dois le dire autour de toi, tu dois pas rester silencieux, quoi, c'est quand même gravissime. Et bon, c'est une personne qui a une 60aine d'années, qui veut pas trop de vagues, qui veut pas faire de bruit, etc. Mais en attendant, ben voilà, mais je lui ai dit, mais ta petite fille qui a 6 ans, on fait comment si on la vaccine et que voilà, ça lui fout sa vie en l'air, quoi. Il y a du métal dans un téléphone portable. Il y a du métal dans un téléphone portable. Me semble, non? C'est en plastique un téléphone portable? Je sais pas, j'ai pas compris j'ai pas compris le but de ta question. Oui, je crois qu'il y a du métal dans un téléphone portable puisqu'il y a plein de composants. Tourne mieux ta question, Florence, parce que je comprends pas. Donc voilà, écoute, j'ai pas essayé avec d'autres matériaux qu'un téléphone portable, mais en tout cas, voilà, force est de constater qu'il y a quand même quelque chose qui se passe qui est très douteux et que voilà, enfin on n'est pas prévenu. On n'est pas prévenu qu'on va être aimanté après faire un vaccin. Je sais qu'on signe une décharge parce que a priori, s'il y a un problème, ça ne concernera pas les labos qui ont commercialisé tous ces vaccins. Il faut rappeler quand même, donc le monsieur était vacciné avec Pfizer. Pfizer, vous pouvez regarder, il y a un article du Monde et il y a un article de Libération aussi qui en parle. L'entreprise la plus lourdement punie pénalement de l'histoire de l'entreprise aux États-Unis, mais je crois que de l'histoire de l'entreprise au monde aussi. L'entreprise Pfizer, je ne sais plus si c'est 13 millions ou milliards, parce que c'est des sommes qui nous dépassent complètement. Mais donc l'entreprise Pfizer, la plus lourdement punie pénalement pour fraude aux médicaments et publicité mensongère.
Ça, c'est pas du complotisme, hein, c'est des faits, c'est pas des opinions. Donc à un moment donné, une entreprise qui s'est permis de frauder aux médicaments en pleine conscience, de faire de la publicité mensongère, à quel moment c'est possible de lui refaire confiance, de lui refaire faire des bénéfices en totale impunité? Je veux dire, normalement, un tricheur et un menteur, bah, il est condamné, puis on l'empêche de tricher et de mentir à nouveau. Et là, on lui laisse faire des bénéfices colossaux sur notre santé. Il nous fait signer des décharges pour dire, bon, mais si j'ai à nouveau menti, bah, je vous en... Je veux pas dire de gros mots. Je m'en moque. Et c'est vous, les contribuables, qui allez payer. Hein. Et puis je vais vacciner vos enfants. Et puis vous serez obligés, parce que sinon, on les prendra pas à l'école. Enfin, on vous oblige pas, hein, mais si vous les mettez pas à l'école, après on vous mettra les services sociaux. Mais vous n'êtes pas obligés. Hein. Enfin bon, vous vous rendez compte un peu de ce que c'est en train de devenir comme société totalitaire, et que si on s'implique pas un tout petit peu dans tout ça, ben, comme on s'en sort, je suis pas sûre qu'on y arrive voilà, en faisant des prières et en demandant à l'univers de se mettre en accord et tout ça. Bien sûr, il faut garder une certaine forme de force par la méditation, la spiritualité, etc. Parce qu'il faut s'accrocher. Hein. Si on n'a pas la foi, je pense qu'on va vite vers la dépression. Mais on peut avoir la foi en l'humanité comme on peut avoir la foi au petit Jésus, hein, peu importe. Mais en tout cas, garder cette espèce de conviction qu'en faisant un maximum de bien autour de soi, on arrive à défendre des valeurs et on arrive à préserver un maximum le bien-être de l'ensemble de l'humanité. Alors on a Jacques et Florence qui nous parlent encore. Donc, extrait des généraux de place d'Armes. Le vote démocratique. Attends, j'essaie de le lire. Ouh, le pavé. Je vais essayer de lire ça. Le vote démocratique est désormais le seul moyen de sortir rapidement et pacifiquement de la spirale du déclin et du déclassement de notre pays. Le seul moyen pour qu'il retrouve un minimum d'ordre, d'indépendance, de souveraineté et de prospérité. Je lance donc un appel à l'insurrection par le vote. Par le vote ? Bien sûr, par la carte bleue, c'est bien aussi. Pardon. Insurrection républicaine qui rythme la vie politique et démocratique de notre pays depuis fort longtemps et qui revêt une importance particulière, pour ne pas dire vitale aujourd'hui. Le redressement du pays ne se fera pas par l'illusion, la déconstruction de notre histoire, la fusion dans une Europe molle, la dangereuse soumission aux USA et à l'OTAN actée le 4 juin au 28e sommet de l'OTAN, le surendettement sans limite et l'ardoise que nous laisserons à nos petits-enfants. Il se fera dans un sursaut et un effort collectif que j'appelle de mes vœux. Alors, je suis d'accord avec ça, mais par le vote, par contre, j'y crois pas tellement. Mais voilà, moi je préfère voter tous les jours, plusieurs fois par jour avec ma carte bleue. Enfin, pas ma carte bleue, vous l'aurez compris, hein, c'est voilà, par d'autres échanges, sortir du système monétaire, financier, spéculatif. Donc quand je dis la carte bleue, c'est en opposition avec la carte d'électeur. Mais un système plus vertueux au niveau économique, ce serait de mettre en place une monnaie complémentaire locale, faire interagir les monnaies régionales entre elles, réussir ce pari aussi de mettre en place le système d'échange local. Vous avez différents principes, hein. Il y a le jeu, il y a le transfert de savoir aussi. Vous avez donc le système d'échange local, vous avez la route des sels qui est mondiale. Il y a différentes choses qui peuvent vous permettre aussi de sortir de ce système, de ce monopole monétaire et de faire des échanges sans passer par la banque. On a Florence, et donc oui, pour terminer sur l'ardoise que nous laissons, etc., bah, ce qu'il faudrait aussi revenir, c'est sur cette loi de 1972 ou 73, je ne m'en souviens plus, la loi dite Giscard, Pompidou, Rothschild, c'est-à-dire comment on a perdu du jour au lendemain notre souveraineté monétaire en faisant confiance au marché privé. C'est-à-dire que du temps de Giscard, avec le Premier ministre Pompidou, qui était un très haut dirigeant au niveau de la banque Rothschild, hein, je ne sais plus qu'est-ce qu'il avait comme fonction, mais il a été directeur ou quelque chose comme ça pour cette banque. Donc Pompidou, alors Premier ministre, a fait voter le fait qu'on n'ait plus la possibilité de s'endetter en faisant jouer la planche à billets, c'est-à-dire la France ne pouvait plus emprunter à la Banque de France, elle devait désormais emprunter sur les secteurs privés, donc les banques privées, ce qui a fait naître la dette colossale de la dette publique. Elle est passée de
d'un truc qui était plus ou moins positif à un taux d'endettement qui n'est pas remboursable en fait. Chaque année on se réendette et on rembourse les intérêts de la dette et on est en incapacité totale, je sais plus à quelle centaines de millions, de milliards d'euros on en est, la dette publique, mais c'est juste insupportable. Donc à un moment il faut remettre les compteurs à zéro et repartir sur quelque chose de beaucoup plus sain, hein, parce qu'on nous dit toujours qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Mais voilà, faut rendre des comptes aussi, hein, savoir comment, où par l'argent, comment ça se passe, etc. Enfin, et puis être en capacité de pouvoir voter sur sur ce qu'on investit, sur ce qu'on crée comme développement, etc. Donc, Florence, on ne signe rien. Mes 2 bras ont servi à la vaccination. Aucun des deux n'aimante quoi que ce soit. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai pu constater qu'il y avait des gens qui n'étaient pas aimantés du tout après le vaccin. Mais force est de constater qu'il y en a, oui. Donc, est-ce que le gouvernement nous offre des réponses là-dessus? Parce que c'est un fait. Il y a des gens, ils ont une réaction, ils sont aimantés après la vaccination. Bon. On part de ce fait-là. Moi, je veux bien retrouver la personne et te la présenter, Florence, hein, et le faire en direct. Il n'y a pas de souci. Si elle m'autorise, bien évidemment. Mais voilà, si elle veut pas que je donne son nom, même si je fais une vidéo, voilà, sans montrer son visage, sans le faire parler, on peut toujours essayer de faire ça. Je sais qu'il y en a une, donc il doit y en avoir d'autres. Donc essayer de récolter un maximum de témoignages et montrer que c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas un délire complotiste, c'est une réalité. Et à un moment donné, bah, faut être suffisamment mature et responsable pour accepter l'idée qu'il puisse y avoir un problème là-dessus et que on n'a pas été sincère avec nous. Comme à un moment donné, le nuage de Tchernobyl, hein, qui n'avait pas dépassé la frontière. Comme à un moment donné, le Mediator, où pendant plus de 20 ans, il y avait plein de médecins qui s'alertaient là-dessus et puis qu'on continuait de le commercialiser. À un moment donné, quand on a des savants fous qui influencent par leurs lobbyistes à Bruxelles. Donc quand on est à ce point tenu par des gens qui de toute façon réfléchissent en matière de profit et pas du tout en matière de responsabilité et de bien-être commun, ben on en arrive à des dérives là et c'est à ça que sert l'histoire et la philosophie. On le sait très bien tout ça qu'à un moment donné, si on n'a pas un minimum de contrôle citoyen, de bienveillance dans tout ça et de cloche qui vient poser un cadre autour de toutes les dérives que génère la recherche de profit et de l'intérêt individuel, bah forcément, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, quoi. Donc, hop, extrait 1. Donc, il y a Florence qui réagit qui a répondu à Jacques et qui dit « Qui est le « je » qui s'exprime dans cette phrase ?» Florence, ce serait bien aussi que voilà, tu me dises des fois super idée, etc. Je sais que tu as un esprit critique et c'est assez intéressant. Mais en même temps, voilà, c'est bien aussi de faire du contradictoire, mais de pas toujours être dans la recherche de chercher la petite bête à tout et à n'importe quoi. Donc Jacques, ça fait longtemps qu'il travaille autour de ces questions d'autonomie, d'indépendance, de ces questions de reprise de notre pouvoir citoyen. Et donc c'est lui qui s'exprime, mais je vais te dire, il a participé depuis des années à faire en sorte que nous soyons plus forts. Et donc on peut très bien s'exprimer par le jeu, hein. C'est pas grave en soi, il faut aussi assumer ses idées et de parler au nom de soi pour le bien commun. Donc, Jacques nous répond à Céline, il faut comprendre que les pervers sont liés par l'obligation d'interdépendance. Les militaires s'en sont pris à la justice et à la perversité. Le vote sera celui des législatives car aucun autre ne veut déboulonner la perversité. En attendant, le principe d'autonomie locale que tu proposes est une bonne solution. Donc moi je sais pas après, enfin, j'aime pas qu'on me mette dans des cases et j'évite de mettre les autres dans des cases aussi. Sans doute il y a de la perversité, sans doute il y a de l'intérêt individuel et des choses à combattre. Après voilà, je suis pas en capacité de porter mon jugement sur qui sont ces gens. C'est vrai que voilà, je parle souvent au niveau de l'aide sociale à l'enfance de sadisme, de choses qui sont pas forcément très... Enfin, qui
qui catégorise hein, ce genre de fonctionnement. C'est vrai qu'on remarque hein, une certaine perversité. Après, je pense que la plupart d'entre nous, on se sent pris au piège. Et on croit qu'on n'a pas le choix de répondre à ce jeu en étant encore plus pervers, en étant encore plus dominant, en étant encore plus renfermé sur soi-même et dans des capacités de détruire bien plus que de construire. Je pense que c'est aussi une façon de... C'est l'expérience de Milgram. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler, Jacques. C'est-à-dire comment on peut, en répondant à des ordres, participer soi-même de façon complètement à des choses qu'on n'aurait jamais pu faire sans avoir l'ordre. Mais par contre, voilà, on est en capacité tous de devenir des bourreaux si on nous donne un ordre, parce qu'on a tellement confiance à celui qui donne l'ordre, si c'est un expert, si c'est le gouvernement, si c'est ceci, si c'est cela. C'était un peu pour comprendre le mécanisme de comment s'était passé le nazisme, le fait que tant de gens aient participé à ce génocide qui est la Shoah. En fait, voilà, on y arrive tous très facilement à opter pour ces dérives totalitaires. Même voilà, on va jusqu'à tuer des gens parce qu'on a reçu un ordre et qu'on est incapable de remettre en question l'ordre établi. Donc, à une époque, c'était les conducteurs de train, c'était les capots, c'était voilà, les SS. À notre époque, peut-être qu'on revit exactement la même chose avec des infirmiers qui se mettent pas en question, même si quand même le personnel soignant majoritairement il veut pas se vacciner. Il y en a beaucoup qui participent à tout ça, les pharmaciens, les pompiers, etc. Et qui se posent pas de questions parce qu'on leur a tellement bourré le crâne de l'autre côté en leur faisant croire qu'il n'y avait que cette solution-là pour, entre guillemets, sauver la planète et les humains, que ils participent à ça sans même se remettre en question, sans même imaginer que ça puisse être une grosse connerie. Voilà. Bref. Donc, en ce vendredi 18 juin, Général Caqueret, Général Cousteau, Général Dewey, Général Jobert, Général Martinez, Général Richouf. Je sais pas, enfin, je regarderai un peu plus. Envoie-moi des liens, Jacques, parce que je t'avoue que tu me parles de plein de trucs, mais je suis pas au fait. Alors, il y a Florence qui nous répond. Je ne critique pas, je pose juste une question. Il cite une phrase, je voulais simplement savoir qui l'avait écrite, ni plus ni moins. Voilà, je sais que Jacques, si tu veux répondre à Florence, voilà, il participe pour beaucoup aussi à cette résistance citoyenne. Et il participe depuis des années à la rédaction de différents plans d'action citoyens. Voilà, Jacques, je te laisse répondre à Florence volontiers. Nous avons Jean-Hugues Noël. Bonjour, monsieur Jean-Hugues. Le système, alors, j'espère que c'est pas trop long. Je vais essayer. Ça va, c'est pas trop long. Donc, Jean-Hugues, le système s'accommode facilement de l'existence des monnaies locales. C'est une niche en termes marketing avec des parts de marché, donc le bio comme le bio ou le vrac. Les supermarchés s'y mettent maintenant que la niche s'est agrandie. La logique du greenwashing est à l'œuvre. L'idée qui manque, c'est celle que le marché n'arrivera pas à dévoyer, à défigurer, à digérer. Cette idée peine à émerger. Alors, ma réponse serait de dire, effectivement, le système capitaliste, l'ultralibéralisme réussit toujours à faire sa part dans tous les projets citoyens, hein, que ce soit de l'antiracisme en passant par le féminisme et bien sûr par le greenwashing. Moi, je suis désolé, peu importe de quelle couleur il s'habille, l'ultralibéralisme, même s'il est peint en vert, ça ne me touche une pupille sans me faire bouger l'autre. Donc, évidemment, il y a monnaie locale et monnaie locale. Par exemple, moi, personnellement, je ridiculise totalement une monnaie locale qui serait numérique. Une monnaie locale numérique, ça n'a pas de sens. Déjà au niveau des énormes serveurs, et etc., qu'il faut que ça monopolise pour cette monnaie locale. Moi, je parle de monnaie papier ou une autre façon, voilà, de pouvoir collecter les échanges, que ce soit par le système d'échange local ou que ce soit par une vraie monnaie papier. Mais bien sûr, cette monnaie-là ne doit pas être institutionnelle. Elle doit être uniquement citoyenne. Donc voilà, si c'est numérique, ça ne m'intéresse pas. Ça donne l'illusion d'une monnaie locale, mais ça n'en est pas une. Et surtout, s'il n'y a pas de charte
une monnaie locale qui pourrait être dépensée dans un supermarché, par exemple, ça n'a aucun foutu sens. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est favoriser cette économie saine, ce retour justement à l'artisanat, aux petits producteurs locaux. Si c'est une monnaie qui continue de soutenir la mainmise des multinationales sur nos vies, moi ça m'intéresse pas. C'est comme le RIC, c'est comme le revenu universel. Si vous voyez les patrons du MEDEF applaudir le revenu universel, partez, fuyez en courant. Je veux dire, c'est forcément, ça va être un projet de droite. C'est pas tellement ça le problème, ça va être un projet qui va participer à continuer de creuser l'écart entre le plus riche et le plus pauvre. Parce que si demain, le revenu universel, ben, il vous supprime tous vos droits, sécu, chômage, APL, retraite, etc. Je veux dire, moi je m'en fiche d'avoir 500 euros. Enfin, je veux dire, on va perdre carrément en possibilité d'émancipation. Hein. C'est très facile, on vous donne à tous 500 euros, maintenant vous la fermez. Mais si derrière il n'y a pas un contrôle sur le loyer par exemple, les loyers augmentent de 20%, mais vous n'avez plus d'APL parce que vous avez le revenu universel derrière. Vous avez un problème de santé, vous n'avez plus d'APL parce que vous avez le revenu universel derrière. Non, c'est pas ça qu'on veut. C'est pas du tout ça qui nous permettra d'inverser la tendance. Je me rapproche. Je sais pas si je vais avoir du réseau encore, mais j'ai plus beaucoup de batterie. Il est 9h09, les heures miroirs. Donc voilà, on va devoir se laisser bientôt, à moins que je trouve une prise quelque part qui me permette d'assurer la continuité du direct tout en ayant du réseau. Attendez, hein, je vais poser 2 secondes. Je suis dans les sanitaires du camping. Je vous pose 2 minutes le temps de trouver ma batterie. Je vais terminer de lire les commentaires. Et je pense que pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Je fais une petite intervention, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur la plage. En espérant qu'il y ait du réseau, sinon j'enregistre. Et puis je le mettrai pas en live, mon intervention. Hop, me revoici. Je branche. Hop, voilà. Ça passe le réseau. Je vais essayer de ne pas faire trop de bruit. Vous m'entendez toujours. Voilà. Alors. On en est où dans les commentaires? Bonjour. Hop. Ça va? Oui, ça va. Je fais le woofing pour le potager là-bas. Comment? Mathilde. Enchantée Mathilde. Céline. Céline. Donc je suis dans la partie... Je fais un live sur internet, alors si tu veux pas être filmé... Ah non, là je... Désolée. C'est pas grave, c'est moi. Allez, je rebranche le téléphone. On est toujours en live. Donc voilà, je me suis mis dans la partie réservée au personnel du camping. Je fais pas trop de bruit parce qu'il y a des gens qui dorment encore. Mais dites-moi si vous m'entendez toujours. Je termine de toute façon, voilà, il y a encore allez, un quart d'heure de live maximum. Donc, on a Jean-Hugues, je l'ai lu. Jacques qui répond « Ok pour ta réaction morale sur laquelle ils sont d'accord. Les militaires susnommés. Ta réaction morale. J'ai pas bien compris, Jacques, je suis désolée. On a Florence. Merci, Jacques, pour votre réponse. Je vois très bien qui sont ces généraux. Le général Martinez fait partie du Conseil de la résistance européenne et se présente au présidentiel. Le Conseil dont il fait partie est partisane de la théorie du grand remplacement et soutient des thèses ouvertement islamophobes. Voilà, alors écoute Florence, on part du principe que quand tu donnes des informations, tu essayes d'être un peu plus en capacité de pouvoir développer des sources, etc. Parce que moi je veux bien tout entendre. Yes, c'est revenu. Voilà, moi je veux bien tout entendre, mais si tu as de tels propos, il faut absolument que tu puisses sourcer tout ça. Hein. Moi par exemple, je diffuse beaucoup autour des idées du tirage au sort, du référendum d'initiative citoyenne. Régulièrement,
on me reproche de parler d'Étienne Chouard. Je suis désolée, Étienne Chouard, sur 99% de propos qu'il tient, il est excellent et il n'incite aucunement à la haine, à tout ça. Après, si on lui met des bâtons dans les roues de façon à discréditer son propos, voilà, bah, il se peut, voilà, sur une émission, on dit 99% de choses utiles, intéressantes. Si on vous met un piège parce qu'on n'est pas forcément aussi armé qu'un journaliste, quand il décide de vous mettre des petits bâtons dans les roues et qu'on répond à côté de la plaque, on n'est pas obligé de se focaliser sur à peine 1% d'un propos. Alors que voilà, si on se mettait à regarder les bêtises que peuvent dire nos gouvernements, par exemple, un coup le masque ne sert à rien, il faut surtout pas le porter, et puis l'année d'après, oh bah oui, c'est obligatoire, il faut absolument le mettre. Donc là par contre, il n'y a personne qui monte au créneau en disant mais ils sont complètement fous, ils nous ont dit exactement le contraire, et on continue de leur faire confiance. Tu vois, donc il faut aussi être juste dans la façon dont on critique. Parce que voilà, on se permet certaines remarques sur des gens qui ne sont pas forcément soutenus par un soutien médiatique. Et donc on participe aussi soi-même à décrédibiliser des gens qui n'ont pas forcément la possibilité de se défendre. Par contre, on laisse la parole à plein de gens sans que ça pose aucun problème. Par exemple, si on voit le traitement, la différence de traitement entre, je sais pas, un Éric Zemmour ou un autre type qui s'est fait condamner pour du racisme ou de la discrimination, ben on voit bien que voilà, il y en a un qui a quand même la possibilité de pouvoir parler de telle population et d'autres qui n'ont pas la possibilité. Donc voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire par exemple à ceux qui, voilà, à Éric Zemmour, qui lui a toujours autant de visibilité dans les médias. Pourtant il a des propos islamophobes avérés, il a été condamné pénalement et il a quand même sa place dans les médias sans que ça pose aucun problème. Donc voilà, est-ce qu'on pourrait se concentrer éventuellement sur ce genre de personnes qu'il faudrait combattre plutôt que d'essayer de combattre absolument des gens qui essayent, tout en étant beaucoup moins médiatisés, de faire la part belle à d'autres solutions. Donc voilà. Je t'invite à te poser des questions là-dessus. Donc Florence, c'est exact, mais il commence, je crois, à comprendre qu'être ostracisé est suicidaire. Voilà. Moi, je vous parlais de gens que je connais pas forcément. Je ferai l'effort d'aller regarder. L'islamophobie est comme toute phobie est dogmatique et donc impropre à la liberté et à apporter la justice et la paix. Voilà, donc si éventuellement il y a des généraux qui font la part belle à justement cette reprise de pouvoir et qui sont islamophobes, s'ils peuvent nous aider à reprendre le pouvoir, après, une fois que la majorité aura la possibilité de reprendre les rênes du bien commun et de poursuivre justement cet élan démocratique, bah, à un moment donné, les idées nauséabondes, elles vont faire pchit aussi, parce que s'il y a un maximum de gens, si on peut faire du débat contradictoire et opposer aussi bien les gens d'extrême gauche à l'extrême droite, parce que si on continue d'empêcher les idées d'extrême droite d'avoir autant de visibilité que les idées d'ailleurs. Moi je suis pas d'extrême droite, mais personnellement je suis pas d'accord avec ce qu'ils disent, mais c'est pas pour autant que je veux les censurer. Au contraire, je les invite, discutons calmement autour d'une table sans s'insulter. Et puis petit à petit, on voit très bien que les idées font pchit, parce qu'avec l'argumentation, avec le respect, etc., et ben déjà, ils ne peuvent plus être dans la victimisation à dire « Ah ouais, mais on m'empêche de parler, regardez, dictature, nanana ». Non, on vous donne le micro, allez-y, braves gens, parlez. Et puis petit à petit, point par point, on déconstruit leur discours, leur façon de poser certaines questions. Et on fait faire pchit à tout ça, très facilement. Donc voilà. Alors, on a Jean-Hugues Noël. Après, je vous laisse. Hein. Donc, il y a 20 ans, Internet, c'était l'espoir. Maintenant, c'est une menace. Que s'est-il passé? Eh bien, je pense que, comme beaucoup de choses, hein, il y a 20 ans, ou même 40 ans, le nucléaire, c'était l'espoir. Et puis, on peut se reconnaître qu'on se trompe, en fait. Il y a une époque où on pensait que la Terre était plate, et puis on a reconnu qu'on s'était trompé, et maintenant on sait dire que la Terre est ronde. Alors certains voudraient qu'elle soit plate, etc. Je sais qu'il y a des polémiques aussi là-dessus, mais qu'est-ce qui se passe? Là on fait des erreurs et
et on revient en arrière. Moi, j'ai jamais... Personne ne m'a demandé si Internet, ça allait être l'espoir ou une menace. Donc on voit bien que c'est Marguerite Yourcenar qui nous parlait de ça déjà dans les années 80, qui nous expliquait que trop d'infos tue l'info, et que forcément, noyé dans ce flot d'informations dans tous les sens, on n'arrive plus à faire la part belle à ça. Je relirai d'ailleurs un bouquin qui, je sais, va vous plaire, c'est Internet ou le retour à la bougie, qui est très très intéressant d'un point de vue justement, Internet serait totalement antidémocratique. Parce que forcément, si on sélectionne qui a droit à la visibilité, déjà c'est hyper dangereux comme façon de... si encore Internet était géré de façon démocratique, ça pourrait être une bonne chose. Mais on voit bien que voilà, si on continue à mettre les GAFAM, à les laisser gérer l'information, qui a la visibilité, qui ne l'a pas, ça va bientôt couper, j'ai plus de batterie, ça ne recharge pas assez. Donc on reparlera de tout ça. Je suis bien d'accord avec vous. C'est pourquoi je vous invite à vous renseigner sur chacun de ces militaires. Mais je veux dire, voilà, on se renseigne, Florence, ces militaires, ils prennent la parole, peut-être, et effectivement, ils ont des propos islamophobes. Quelque part, voilà, il y a tellement peu de courageux aussi pour prendre le pouvoir et dire ceci et cela. Donc quelque part, s'ils renversent le gouvernement et que derrière on instaure un vrai progrès démocratique, peu importe que le militaire il ait des propos islamophobes ou pas, à un moment donné, il va disparaître. Mais tu ne dis rien par rapport à Zemmour, par contre. Lui, il a les micros tout ouverts pour répandre sa haine. Il propose aucun projet de société si ce n'est la guerre civile. Donc moi, moi, il me fait plus peur Zemmour que ses militaires, très honnêtement. Il faut surtout agir non plus contre qui que ce soit ou contre quoi que ce soit, mais pour mettre en place des moyens de libération. Je suis tout à fait d'accord. Pas de problème, je t'envoie le lien du Conseil national de la résistance européenne, tu pourras en regarder l'organigramme. Je suis d'accord avec toi, réponds-moi au niveau de Zemmour. Ça va couper, je suis à 0% de batterie, donc ça risque de couper instantanément sous peu, parce que je suis en train de recharger, mais ça ne recharge pas tant que ça. Bien sûr, tu crois que cette extrême droite-là laissera le pouvoir au peuple une fois qu'ils l'auront. Mais excuse-moi, Hitler, il est passé par les urnes. Là, chaque année, on a la menace, enfin chaque élection, on a la menace de Le Pen, et à chaque fois, on choisit la banque. Donc moi, je suis désolée, qu'est-ce qui est l'État le plus totalitaire? Est-ce que c'est les banquiers ou est-ce que c'est la famille Le Pen? J'en sais rien. Mais en attendant, je sais que si on ne se concerte pas un peu plus et qu'on ne fait pas aussi un effort intellectuel vis-à-vis de 25% de gens qui votent FN, eh ben c'est pas ça la démocratie. Moi je suis pas d'accord avec le fait d'exclure les gens parce qu'on n'a pas les mêmes idées. On discute ensemble, on fait du débat contradictoire, le débat mouvant, c'est très intéressant aussi pour faire évoluer les mentalités. Mais si on est persuadé que comment ça s'appelle la phobie